Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. De plus, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Pirates et corsaires, les écumeurs des mers. L'être humain s'est distancié du reste du monde animal lorsqu'il a été capable de se tenir debout et de marcher. À partir de là, il sortit de la savane pour se répandre sur les terres émergées. L'écueil le plus important qu'il rencontra fut le franchissement des éléments liquides. Alors, son intelligence lui fit créer des pirogues creusées dans des troncs d'arbres ou des nacelles de roseaux flottant sur les eaux. Contrairement à ce que nous avons longtemps cru, l'exploration des mers et des îles ne commença pas avec le néolithique, mais des siècles auparavant, au paléolithique, vers 15 000 avant Jésus-Christ. Mu par la simple curiosité de découvrir les terres qu'il apercevait, ou par un besoin métaphysique de découvrir l'outre-monde, il vainquit sa frayeur de l'eau pour atteindre des îles ou des terres nouvelles. Aux alentours du 3e millénaire avant Jésus-Christ, des hommes venus des steppes abasourdirent les communautés adonnées à l'agropastoralisme par le fait qu'ils semblaient soudés à un animal rapide et endurant, le cheval. Alors, jusqu'au 19e siècle, l'être humain domina le monde entier grâce à sa double maîtrise de la cavalerie et de la marine. La métallurgie des métaux fut quasi contemporaine de l'introduction du cheval. Le cuivre d'abord, le bronze ensuite, et enfin le fer, transformèrent les sociétés humaines. Les dieux de la forge et de la guerre supplantèrent les déesses de la fécondité, mais surtout apparut une forme d'échange beaucoup plus lointaine, le commerce. Comme les voies de communication terrestres, les routes maritimes furent à la fois des moyens essentiels pour les commerçants et d'irrépressibles tentations pour les voleurs. Les grands centres métallurgiques de la fin du néolithique étaient Chypre et la Crète. Des aventuriers qui maîtrisaient l'art de la navigation s'attaquèrent aux convois transportant les lingots, tels les loukas au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Or, au siècle suivant, les grandes puissances de l'époque, l'Empire hittite, Crète, Égypte, furent profondément affaiblis par des crises politiques, économiques et climatiques. Ceux qui avaient tout perdu rejoignirent les voleurs des mers et finirent par former une véritable armée navale qui, par ses attaques, accéléra la fin de l'âge de bronze. Les Égyptiens, qui les appelaient les peuples de la mer ou les barbares du Nord, les arrêtèrent vers 1175 la bataille de Jaï. Ramsès III brisa leur dynamique lorsqu'il en installa certains au Proche-Orient, prouvant ce que sera une constante de la piraterie, en dehors d'éléments qui n'envisagent aucune autre activité que la prédation en mer. Beaucoup ne donnaient dans la maraude qu'en raison de la misère. Pourtant, si pendant des siècles une telle coalition ne se reproduisit plus, le monde grec eut néanmoins à faire face aux attaques de son commerce. Ce furent les Grecs qui donnèrent leur nom aux voyous des mers, les pirates, étymologiquement, ceux qui osent, qui entreprennent. Ce furent eux aussi qui posèrent les questions essentielles sur la définition de la piraterie. Pour que l'on puisse les désigner comme criminels, il fallait qu'il y eût délit. Or, si la mer n'appartenait à personne, il n'y avait pas vol. Il fallut donc définir la propriété de la mer. Ensuite, comment lutter contre des pirates quand la marine de guerre est insuffisante? L'idée vint alors de mettre des pirates au service de la cité pour défendre son commerce maritime, voire nuire à celui du compétiteur ou de l'ennemi. Ce type de pirate légal est l'ancêtre de ce qu'était le corsaire. Mais les Grecs connurent aussi ce qui fut une constante de la piraterie. L'attrait qu'elle exerçait sur des aventuriers bien nés, qui recherchaient autant le frisson de l'aventure illégale que l'enrichissement. Ils les appelèrent les archipirates, à la tête parfois de véritables escadres. Or, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le monde hellénisé s'était profondément morcelé après la disparition d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ. Comme des siècles auparavant,
la faiblesse politique permit aux pirates de se coaliser et de former un quasi-État en Cilicie sur la côte méditerranéenne de l'Asie mineure. Ces pirates ciliciens auraient pu continuer à prospérer s'ils ne s'étaient attaqués aux navires d'une puissance montante qui s'intéressait à l'Asie, Rome. La République mit pourtant du temps à réagir. Mais lorsqu'elle se rendit compte que les ponctions des pirates ruinaient son commerce et son approvisionnement, elle réagit brutalement. En 67, avant Jésus-Christ, une loi conféra au général Pompée le pouvoir absolu sur toute la Méditerranée. En 3 mois, ayant divisé sa flotte en plusieurs escadres, il la purgea de tous ses pirates, des Baléares à la Cilicie. À la fin de l'Antiquité, l'effondrement politique de l'Empire romain d'Occident permit une fois encore la réapparition du désordre des mers. La mainmise des populations germaniques sur le nord-ouest de l'Empire donna une importance économique accrue aux mers septentrionales, Manche, mer du Nord, Baltique. Des marins commerçants, implantés depuis longtemps, finirent par former un groupe pluriethnique qui pratiqua au 8e et 9e siècle autant les échanges commerciaux que les raids dévastateurs. Ceux qui avaient remonté la Neva et le Dniepr furent appelés les Varegs. Ceux du nord-ouest de l'Europe, les Vikings ou les Normands. S'en prenant surtout aux églises et aux monastères où ils étaient sûrs de trouver des richesses, ils furent présentés comme des exhalations de l'enfer. Si aucun pouvoir ne put les réduire par la force l'octroi d'un territoire, la Normandie, et leur christianisation les fixa dans le monde romano-germanique. En revanche, leurs méfaits affaiblirent le pouvoir carolingien remplacé au Xe siècle par les dynasties ottoniennes et capétiennes. Le système féodal qui s'imposa ensuite eut pour conséquence l'affaiblissement du pouvoir central. Les conflits entre seigneurs ainsi qu'entre suzerains et vassaux, furent mis à profit par ceux qui cherchaient à se venger des pouvoirs établis. Aux bandits de grand chemin tels Robin Hood, notre Robin des Bois, correspondirent des malfrats des mers tels Eustache le Moine, 1170-1217. Ce fut à partir de ce moment-là qu'apparut l'osmose entre le pirate et le corsaire. Dans leur lutte, les seigneurs ne disposant pas alors d'une flotte suffisante s'offraient les services d'un pirate qu'ils intégraient à leur stratégie par une lettre de marque. Mais celui qui était un corsaire pour l'un était un pirate pour l'autre. Et une fois pris, il était pendu haut et court. Il fallut plus de 2 siècles pour que les lettres de marque n'émanent que du seul souverain et fassent l'objet d'une reconnaissance diplomatique entre puissances. Alors, en se centralisant, le pouvoir royal eut pour conséquence, dans le domaine naval, de bien différencier juridiquement le pirate du corsaire. Ce dernier était un marin supplétif des forces royales qui attaquait, pour un temps donné, les navires de commerce d'un ennemi nommément désigné. Cependant, jusqu'au XVIIIe siècle, la rigueur de cette classification juridique ne se traduisit pas dans la réalité. Lorsque les conflits entre États cessaient, les corsaires, privés de ressources, se faisaient pirates, jusqu'à ce que de nouvelles occasions leur permettent d'obtenir à nouveau des lettres de course. Avec les progrès technologiques de la fin du XVe siècle et l'apparition de navires mieux adaptés à la haute mer, le monde des océans devint le nouveau théâtre de l'expansion humaine. La découverte des Amériques et de l'Extrême-Orient entraîna un flux croissant de riches cargaisons de métaux précieux et d'épices. Ce furent désormais ces nouvelles routes qui attirèrent le banditisme en mer. Or, cette explosion des conquêtes et du commerce lointain fut contemporaine d'une grande crise religieuse de l'Occident, la Réforme. L'intolérance étant de règle dans chaque temps, certains trouvèrent dans l'émigration lointaine un moyen d'échapper à la persécution. Alors qu'Espagnols et Portugais considéraient les nouveaux mondes comme les leurs, des États émergents tels les Pays-Bas, l'Angleterre ou la France entendirent aussi profiter des nouvelles richesses. Leur politique fut double. D'une part, envoyer des colons créer des comptoirs et s'adonner à de nouvelles cultures comme le tabac ou la canne à sucre. D'autre part, affaiblir les flottes ibériques et leur dénier tout monopole. Ce fut le temps des flamboyants corsaires d'Élisabeth Ier, Drake et les chiens de mer,
ou des derniers Valois, Jean Angot, Leclerc ou Villegaignon. Le souci venait de ce qu'aucun de ces États n'avait une flotte suffisante pour à la fois se défendre dans ses eaux territoriales et s'attaquer aux riches convois d'Amérique. Ils recoururent alors aux corsaires. Certains étaient liés à de riches armateurs européens, d'autres étaient des pirates qui avaient reçu des lettres de marque de ces États. Leur aire de prédilection était la mer des Caraïbes, grandes et petites Antilles étant devenues le centre du nouveau commerce international. Les Hollandais, les ayant définis comme faisant librement du butin, vrijgebroeders, ils furent appelés les flibustiers. En Méditerranée, alors que l'expansion ottomane avait atteint son maximum dans les années 1520, le sultan eut aussi recours à des supplétifs pour occuper les côtes septentrionales de l'Afrique et s'y maintenir. Les frères Barberousse, Courtogoli, Kamali. Ce fut ce qui constitua la différence avec les flibustiers. Leurs conquêtes furent érigées en provinces vassales de Constantinople, et ceux que l'Occident appela les barbaresques s'administrèrent, élisant leur chef qui apparaissait comme le quasi-souverain d'Alger, de Tunis et de Tripoli. Possédant ainsi un territoire, n'hésitant pas à signer des accords avec les royaumes européens, ils agissaient selon leurs propres lois, vivant du butin qu'ils revendaient le plus souvent sur les places chrétiennes et des sommes qu'ils recevaient pour le rachat des esclaves qu'ils avaient faits. La corso-piraterie barbaresque était donc différente dans sa forme de la flibuste et de la piraterie, mais n'était pas moins nuisible à l'essor économique des royaumes européens. À partir de la fin du XVIIe siècle, l'accroissement des marines nationales et l'augmentation des échanges commerciaux changèrent la donne. La course apparut comme un frein à l'économie et la piraterie comme une plaie. En Méditerranée, dans les années 1680, la France tenta de réduire militairement les barbaresques, mais ce fut en vain. D'autant que les dissensions entre Européens étaient systématiquement mises à profit par les régences barbaresques. Durant tout le XVIIIe siècle, les États leur achetèrent donc une paix qui ne durait guère. Dans le monde caribéen, la culture de la canne à sucre devenant plus importante que celle du tabac, aux premiers colons venus tenter leur chance se substituèrent de riches propriétaires, seuls susceptibles d'acheter de vastes territoires et de nombreux esclaves pour les cultiver. Le temps des flibustiers était terminé, et ceux qui ne se convertirent pas en planteurs se firent pirates. Ce fut alors, pendant les 2 premières décennies du XVIIIe siècle, le grand moment de la piraterie, Barbe Noire, Rackham, Anne Bonny, Mary Read, que la littérature d'abord et le cinéma ensuite enjolivèrent. Mais toute tentative de la part des pirates de s'organiser durablement avec une base territoriale échoua. La piraterie folklorique disparut. En revanche, la course se maintint chaque fois qu'un conflit opposa un État européen à un autre pour porter atteinte aux ressources économiques de l'adversaire ou pour soulager la marine nationale. La course s'insinua ainsi lentement dans la stratégie de la guerre navale, et des corsaires furent même intégrés à la marine royale. Ce fut notamment le cas du grand corsaire de Louis XIV, Jean Bart. Le coup principal qui fut porté contre la maraude en mer vint de la philosophie des Lumières. Une fois la piraterie définitivement cataloguée comme un crime, la course fut dénoncée comme une guerre faite à des marins et des commerçants qui étaient des civils innocents. De son côté, la corso-piraterie barbaresque fut stigmatisée parce qu'elle portait atteinte autant à la liberté individuelle qu'à la liberté d'entreprendre. Au tournant du XIXe siècle, les jeunes États-Unis, l'Angleterre et la France s'en prirent aux régences. Philadelphie créa le corps des Marines et Tripoli s'effondra. Nantis d'une mission confiée par les puissances européennes au congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818, la France de Charles X s'empara d'Alger et les Ottomans disparurent du bassin méditerranéen occidental. La course ne fut plus utilisée que par les États occidentaux dans leurs conflits. De 1792 à 1815, entre la France et l'Angleterre, sous la Révolution et l'Empire où brilla Surcouf. De 1861 à 1865, entre les confédérés et les unionistes,
durant la guerre de Sécession. Pourtant, en 1856, un texte avait été adopté pour décréter l'abolition de la course. En réalité, les États parachevaient ainsi leur longue conquête de la course qu'ils avaient commencée au Moyen-Âge en s'emparant du monopole des lettres de marque. Désormais, la course ne put plus être le fait des marines civiles, mais uniquement des marines de guerre. Mais tandis que la course était circonscrite à la guerre de course, la piraterie réapparut lorsqu'un nouveau commerce se révéla lucratif, celui des hydrocarbures. Là encore, comme dans l'Antiquité, des populations affamées par les guerres ou les conditions climatiques profitèrent de leur maîtrise de la mer pour s'en prendre aux navires pétroliers. En Asie du Sud-Est, à la fin du XXe siècle, dans les mers d'Afrique orientale au début du XXIe siècle et aujourd'hui, en Afrique occidentale, dans le golfe de Guinée où l'on voit ressusciter le vieil arsenal des barbaresques, prise de cargaison, prise d'otages et paiement de rançon. Uniquement parce que le pillage, que ce soit sur terre ou sur mer, suit le commerce. C'est ainsi qu'aujourd'hui, alors qu'un nouvel espace, l'espace virtuel, est à conquérir, est apparu le pirate informatique, capable du même schéma de nuisance, mais faisant du piratage l'outil de sa piraterie. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager nos émissions. À très bientôt sur Storia Voce.